l'imposition, elle est liée au pays de situation de l'immeuble. Donc, si tu as un immeuble à Kiev, il est imposé en Ukraine. Les revenus locatifs, en tout cas. Et si ces revenus locatifs sont en Grèce, ils ont vocation à être taxés en Grèce selon un barème progressif. Et maintenant, je te dis la technique, c'est que tu n'es taxé qu'à partir d'un certain seuil. J'ai des investisseurs qui génèrent beaucoup de revenus locatifs sans payer d'impôts parce qu'ils ont splitté sur pas mal de pays en Europe et ils sont jamais au-dessus des barèmes qui fiscalisent beaucoup les revenus locatifs. Salut, je suis Mathieu Stéphanie et je vous présente La Martingale, un podcast qui vise à explorer le monde de la finance personnelle pour comprendre comment gagner à tous les coups, qu'on ait 200 € par mois à investir ou 5 millions sur son compte en banque. On va pas se mentir, c'est un peu ambitieux, mais les faits sont là. Jusqu'à maintenant, j'ai pas pris le temps de m'intéresser à tous ces sujets et il est temps que ça change. Alors abonnez-vous, des éclairages gratuits, ça commence par là. Nous y voilà, La Martingale, un épisode que je voulais faire depuis longtemps. J'ai enfin trouvé l'heureux élu. Il s'appelle Thierry Vignal. Salut Thierry. Salut. Alors, tu es le cofondateur, président, CEO, Dieu vivant de Mastéos, c'est ça? Peut-être pas Dieu vivant quand même. Grand Manitou. Grand Manitou. Voilà. Le Mastéos, je vais y revenir tout de suite. L'épisode que je voulais faire depuis longtemps était sur l'investissement à l'étranger. Alors, on va parler d'un investissement spécifique à l'étranger sur de l'IMO, mais qui nous parle tous, et je pense que c'est aussi une première pierre, sans mauvais jeu de mots sur cet investissement à l'étranger. Et pourquoi ça m'intéresse, l'investissement à l'étranger? Parce qu'évidemment, tu te dis que finalement... Alors, on en a déjà un peu parlé sur La Martingale, dans un épisode il y a quelques temps, où finalement on se dit, bon, faut juste faire attention, et c'est un petit reminder... Quand tu vis en Europe, que tu vis en France, que tu as des euros, alors j'ai des auditeurs aussi qui vivent à d'autres endroits, si tu considères rester longtemps ou tout le temps dans l'endroit où tu habites, avoir tout ou en grande majorité dans ta devise, dans ton pays, c'est pas complètement idiot parce que de toute façon, si tout s'écroule, de toute façon, ta baguette, elle s'écroulera aussi et tout. Donc, faut pas non plus partir dans les tours, voilà, là-dessus. En revanche, moi, ça m'intéresse parce que tu vois, je te le disais à l'instant, j'aime bien les bons coups. Moi, j'aime bien aller chercher les... Et en effet, par moment, tu te dis, là, dans mon pays, avec tout le monde, c'est pas ici que tu fais les bons coups. J'aurais dû investir en Californie ou en Floride à la fin des subprimes parce qu'il y avait des villas incroyables à 1/10 de leur prix actuel et 1/10 de leur prix juste avant. Enfin, on a vu de ces choses-là. Il y a des moments où quand tu as un endroit où toi, t'es fort et où d'autres sont faibles, tu te dis, il y a des coups à faire. Donc, voilà, c'est un peu l'idée de base de cet épisode. Ouais. Et pourquoi Thierry Vignal et pourquoi Mastéos? Alors, Mastéos, c'est pas loin parce que tu es dans une problématique d'immobilier. Plutôt en France, bientôt en Europe. Plutôt en France aujourd'hui, bientôt en Europe dans un futur proche. Mais toi aussi, tu connais tout ça. Parce que tu as travaillé dans ce qu'on appelle le Forex, c'est ça. Tu as été trader dans des... Donc, le Forex, c'est les devises. Hein, donc, évidemment, l'investissement à l'étranger, bon, tu restes sur de l'euro, ça reste de l'Europe. Mais il y a une problématique Forex. Ouais. Voilà. Et donc, voilà. Donc, l'idée, c'est un peu de... Et tu as déjà fait pour ta part quelques trucs à la fois très simples, certains, et à la fois très exotiques pour d'autres. On y viendra. Donc, tu connais bien le sujet. On est d'accord? J'ai bien posé les bases du débat? C'est ça. Alors, Mastéos, juste avant de rentrer un peu plus là-dessus, je t'ai situé tout à l'heure, vaguement pour les auditeurs de longue date de La Martingale qui ont adoré ces épisodes avec Bivouac, avec ImoCities. Je t'ai situé dans cet univers, en gros, dans lequel, et ça j'adore ça parce que tout le monde connaît ma passion, quoi, comme tout bon français, hein, pour l'immobilier locatif, les bons coups, et en l'occurrence, quand tu es à Paris, même à Bordeaux finalement, ou certaines grosses villes, les bons plans, c'est passé. En tout cas, tu peux en trouver, mais il faut vraiment avoir de la chance ou un très gros réseau. En revanche, vous permettez avec Mastéos et vos petits copains de me dire, tiens, les endroits où tu peux acheter pas cher avec des loyers plutôt très chers, ou en tout cas un très bon ratio, très bon rendement, c'est là en ce moment, et vous m'aidez, on va dire, clé en main, pour trouver à Clermont-Ferrand, à Marseille, à Saint-Étienne, je sais pas où, ça dépend des années, ça dépend des choses, un endroit que tu vas
acheter pour moi, que tu vas rénover pour moi et que tu vas louer pour moi. En gros, c'est ça. C'est ça. Ouais. C'est... Bon, bah, c'est bon, on peut finir l'épisode. Merci. Merci, allez, ciao. Thierry Vignal, j'ai adoré. Bonne c'était un bon continuation. échange. Merci. Non, c'était pas un échange, il n'y a que moi qui ai parlé pour l'instant. À toi. Donc, effectivement, Mastéos, ça relève de ce secteur buy-side, c'est-à-dire qu'on est conseil à l'acheteur, parce que c'est l'acheteur qui est la partie faible dans un investissement locatif. Comme buy, B-U-Y, acheter. Hein. C'est ça qui est. Donc parce qu'aujourd'hui, le marché de l'investissement locatif, il est adressé par des agents immobiliers qui sont en mandat de vente, donc qui ont des biens à vendre et qui sont un peu biaisés du coup dans leur devoir de conseil. C'est très important ce que tu dis parce que toi, tu es habitué à ça, c'est ton secteur, etc. Pour ceux qui n'ont pas fait beaucoup d'immobilier, on le voit bien. C'est-à-dire que quand tu es sell-side, quand tu es côté vendeur et que toi, tu es acheteur en face, t'es pas protégé. Tu arrives, en fait, tu vas voir un agent qui n'a pas tes intérêts en cœur. Voilà, qui n'a pas tes intérêts. Alors, et à la fois, en plus, il est même pas toujours aligné avec le vendeur non plus, parce que lui, il a un seul intérêt, c'est de vendre vite. Ouais, c'est clair qu'en termes d'objectivité du devoir de conseil, c'est pas idéal. Et aujourd'hui, malheureusement, c'est un peu la seule alternative. Si tu veux faire un investissement locatif, tu vas voir l'agent immobilier au coin de ta rue et tu pries pour que dans son inventaire, il ait des produits locatifs intéressants. Je défends quand même, je connais beaucoup d'agents immobiliers qui font très bien leur travail, mais en effet, aujourd'hui, il y a eu une concurrence telle, il y en a eu, je sais pas combien, mais ça a ouvert partout ces dernières années qu'à un moment, tu te dis, la bataille est terrible. Ils bossent très bien pour la plupart. Le marché du locatif, c'est un marché qui est très technique, où tu as besoin d'expertise fiscale, juridique, notariale, en termes de travaux, de gestion, de data, pour aller voir s'il y a de la demande locative, évaluer le risque locatif, etc. Et ces agents immobiliers n'ont pas forcément ces expertises techniques. Donc c'est un marché qui devrait être adressé par des experts côté acheteur, parce que c'est la partie qui va prendre les risques et qui a besoin de conseils. Donc c'est vrai que tout ce secteur qui est en train d'émerger, on peut l'appeler du clé en main, il a vocation justement à aider l'acheteur, à le conseiller et à l'accompagner de A à Z. Donc nous, c'est ce qu'on fait chez Mastéos. La particularité, c'est qu'on intègre les travaux en interne, on les sous-traite pas. Donc j'ai mes propres électriciens, plaquistes, peintres à Bordeaux, à Marseille, à Lille, à Nantes, à Lyon. Et la gestion, pareil, j'ai mes propres gestionnaires. Donc je sous-traite rien. D'accord. Donc les travaux dans toutes ces villes, c'est mes équipes. Et ça permet d'avoir un contrôle absolu sur la qualité, le rendu. Mais ça veut dire que si cette ville a plus un bon rendement, tu peux pas forcément les envoyer dans une autre ville, quoi. Il y a toujours des opportunités. C'est pas forcément une histoire de rendement, c'est un couple rendement-risque. Il y a des villes plus patrimoniales, d'autres qui sont plus à rendement. Et les villes où on est très convaincus. Typiquement Marseille qui cartonne en ce moment. Donc on a vraiment des grosses équipes à Marseille. Et le tout autour du NAP. L'idée, c'est d'introduire. Super chaud sur Marseille. Tout le monde est ultra chaud. C'est la ville qui explose. C'est-à-dire que moi, mes clients, entre le moment où ils signent l'offre et ils deviennent propriétaires, le bien a déjà pris 10%. D'accord. Donc, non, ça explose. Et voilà, nous, l'idée, c'est d'apporter une couche de tech qui vient simplifier l'expérience de l'investisseur. Et on a pour ambition de prendre le marché européen, ce qui nous amène à notre thème d'aujourd'hui, qui est l'investissement immobilier en Europe. Alors, c'est vrai que l'herbe est toujours plus verte dans le pré du voisin. C'est un peu le constat de départ pour aller investir à l'étranger. On a l'impression qu'il y a des opportunités de dingue. C'est qu'au début, on va voir la province. On s'est dit en province, il y aura des opportunités incroyables. En région, pardon. Et après, l'étape d'après, c'est dire non, mais si je vais à Kiev en Ukraine ou à Athènes en Grèce, peut-être qu'il va y avoir c'est un marché qui est inexploré. Je serai seul et je vais trouver des super opportunités. Ça, c'est le constat de départ. Il y a souvent une composante émotionnelle sur l'investissement en Europe parce que on se projette d'aller vivre au soleil à Athènes ou en Espagne, etc. Donc ça vient un peu biaiser le jugement rationnel. Il faut rappeler une chose, c'est que l'intérêt de la pierre, de l'investissement immobilier, c'est l'accès au levier bancaire. Et l'accès au levier bancaire, il est essentiel pour la réussite d'un investissement, parce que c'est quand même ça qui différencie cette classe d'actifs de toutes les autres. Oui. En l'occurrence, c'est le thème d'aujourd'hui, l'accès au levier bancaire dans le cadre d'un investissement à l'étranger, il est assez complexe. Pour une raison très simple, c'est que ce qu'on appelle les prêts hypothécaires, ils se font, aujourd'hui c'est plus des hypothèques, mais on va garder, c'est des organismes de caution, mais ça implique que la banque ait une souveraineté pour saisir le bien si le prêt n'est pas remboursé. Et à l'étranger, les banques françaises n'ont pas de souveraineté. Elles ne peuvent pas saisir les biens, donc elles sont dénuées de contrepartie. Il faut qu'elles aient des filiales, j'imagine, dans certains pays. Ça marche même pas aussi bien que ça, parce que tu as des banques qui ont des filiales et qui prêtent pas localement. Alors, donc, comme elles n'ont pas de souveraineté pour saisir les biens, elles vont te demander, la plupart du temps, d'hypothéquer un bien en France ou de mettre du nantissement. Pas top. Alors, l'hypothèque, je comprends. Je
je mets mon appart moi-même ou je sais pas la voiture de mes parents en hypothèque. Alors c'est plutôt l'appart, c'est un prêt hypothécaire non affecté. Même non, si j'essaie de trouver lambeau, quelqu'un d'autre à qui je pouvais hypothéquer comme ça. Tu Alors voilà. c'est une des pistes. Et après, en revanche, le nantissement. Nantissement, c'est tu vas mettre une somme d'argent en garantie, En face, ils vont mettre une chape de plomb dessus, tu n'y touches plus, et si jamais tu rembourses pas ton prêt, ils récupèrent ce montant. GAPD, la fameuse garantie bancaire, garantie C'est pas à première demeure. C'est un peu ça. C'est un peu le même raisonnement. C'est une forme de nantissement, puisque j'imagine. D'accord. Donc tu mets du cash ou une propriété en France en échange du financement que t'accorde la banque à l'étranger. Bon, ça c'est la méthode la moins optimale. Il n'y a pas de bonne méthode. Il y a des méthodes plus ou moins créatives. Il y en a 6 que je vais énumérer. La première, et c'est la plus classique, c'est ça. J'ai un bien qui est dénué d'hypothèque, que j'ai fini de le rembourser. Bon, je remets une hypothèque dessus, en échange j'ai un prêt. D'accord. Ou alors donc, je veux investir à Berlin ou à Athènes. Berlin, on en parlera parce que c'est un truc qui me chauffait en effet un moment. On en parle. Et je vais investir à Berlin. J'ai 1 ou 2 biens en France. Il faut qu'ils soient dénués d'hypothèque. En fait, il faut qu'ils soient remboursés, sinon on peut pas y coller une garantie. Même une partie. Même sur la moitié. C'est compliqué parce que c'est des hypothèques de second rang, etc. C'est un peu technique. C'est mieux si tu as un bien qui est vierge. Et ça n'arrive à personne. Donc, du coup, on va passer cette méthode. C'est ça. Voilà. Parce qu'on parle des gens dans la vraie vie, pas forcément des multimilliardaires. On n'a pas de bien qui n'est pas remboursé. Personne. Voilà. Et il y a d'autres méthodes. Il y a d'autres méthodes. Ce que je voulais dire, c'est que par rapport aux hypothèques de second rang, etc., juste souvenez-vous tous, quand vous avez affaire à vos banquiers, souvent, ils ont des grilles et ils aiment les choses simples, quoi. Donc évidemment, déjà quand tu arrives pour leur dire je vais acheter à Berlin, ça leur plaît pas. Mais en plus, si tu leur dis je vais hypothéquer en second rang un truc, alors là le mec il te regarde ou la nana il va te regarder en disant il est sympa, mais en fait moi je peux m'occuper de 10 autres clients qui ont des choses beaucoup plus simples à faire. Donc Mathieu, Stéphanie, c'est ça. La règle de base, c'est plus un dossier complexe, moins il est susceptible d'être finançable. Donc là, compliqué, sauf pour les très gros profils. Après, donc ce qu'on a dit, c'est le nantissement de cash, ça s'appelle des prêts lombards. C'est pas vraiment du levier bancaire, c'est que tu vas mettre exactement la somme, voire plus, que ce qu'on te prête de l'autre côté. Donc si je vais acheter un bien à 100 000, il faut que j'aille mettre 100 000 en garantie chez le banquier. Quel intérêt par rapport à mettre 100 000 Honnêtement, pas beaucoup. C'est juste que tu vas placer. Non, mais justement, c'est censé te rapporter des intérêts, les 100 000 que tu places, mais c'est pas très intéressant en termes de levier. Tu peux prendre un bien à ta grand-mère, c'est un prêt hypothécaire non affecté, où vu que tu n'en as pas toi, tu vas peut-être demander à quelqu'un de ta famille de mettre en garantie. Bon, ça revient au même. Bon, c'est bien, il faut qu'ils soient d'accord. Après, tu risques d'avoir des problèmes d'héritage ou avec tes cousins ou tes machins, parce que sinon, à un moment, quand ta grand-mère se fera saisir son bien parce que ton truc à Athènes. C'est ça. Voilà. Donc, tout ça, c'est des méthodes qui s'adressent pas à mais si t'aimes pas tes cousins, à la fois, c'est une solution. Voilà. Bien. Bon, pour un clochard comme moi qui n'a rien de dénué de prêts, etc., qui n'a rien à hypothéquer, il y a des méthodes un peu plus créatives, parfois un peu plus olé olé. Ça dépend aussi du montant que tu veux investir. L'avantage de ces marchés en Europe, c'est que certains sont pas hyper chers. Tu vas à Athènes, alors c'est une ville où chez Mastéos on a fait pas mal de deals pour des clients. Athènes, tu peux avoir des appartements vraiment pas chers et sur lesquels tu génères un rendement très intéressant et des perspectives de plus-value très intéressantes. On verra pourquoi. En l'occurrence, tu veux un studio pas trop loin de l'Acropole, à 50 000 €, tu as quelque chose de très bien. Et 50 000 €, ça rentre dans le cadre d'un prêt conso. Et oui. Donc, tu peux faire un prêt conso non affecté en disant que c'est pour te marier ou à la limite, ils te demandent même pas. Mais chez United, quoi. Chez United ou les classiques, Cofidis, Sofinco. Mais alors, là, les taux sont hyper chers. Ouais, c'est le problème. En même temps, il n'y a pas de méthode miracle. Mais après, les taux sont chers, mais les rendements sont hyper élevés de l'autre côté. C'est toujours mieux que mobiliser du cash. Donc, tu as les prêts conso. Tu peux t'amuser à faire des doublettes de prêts conso. T'en fais 2, mais bon, c'est pas un peu agressif. Et tu leur dis que tu achètes une télé à 50 000 €? Non. Tu leur dis que tu achètes un appart? Non, en général, tu dis que c'est pour financer un mariage ou quelque chose comme ça. Mais c'est pas, peu importe la raison. En tout cas, ils te les prêtent vite. Et avec ça, tu vas à Athènes acheter ton studio vue Acropole. Les prêts étudiants, éventuellement. Les étudiants, c'est ça. Les prêts étudiants, c'est marrant. Moi, j'avais des clients étudiants qui avaient du mal en tant qu'étudiants d'avoir des prêts IMO en France, mais qui, du coup, m'ont demandé d'investir à l'étranger parce qu'ils avaient accès à des prêts étudiants de dingue. Je précise que tout ça, alors tu as dit c'est olé olé, on ne donne pas de conseils, c'est créatif comme tu le dis. Voilà. Il y a des gens qui le
fond. C'est ça. Moi, je l'ai jamais fait. Voilà. Et si vous le faites, vous débrouillez avec votre banquier. Je veux pas qu'on me demande, qu'on me dise que je suis responsable de votre Exactement. histoire. Hein. Bon, du coup, tu vas pas aimer la prochaine méthode parce qu'elle est encore plus olé olé. Tu couperas au montage. Non. On a vu des choses se faire où tu achètes. En fait, tu as un accès au levier bancaire en France. Tu achètes ton bien en France avec du levier facilement accessible. Tu le revends, tu rembourses pas ton prêt et tu mets le cash sur un investissement en Europe. Et tu rembourses ton prêt en France et tu as ton investissement en Europe. Alors ça, je l'ai fait. Non, j'ai pas réinvesti, mais j'avais acheté des parkings. Ouais. Je crois que c'était un lot de 10. J'en ai revendu 7. Ouais. T'as pas remboursé ton prêt? Non, ça a mis du temps. Et en l'occurrence, c'est la banque qui a lagué un peu, mais ça a mis du temps. Et à un moment, je me suis dit, attends... alors donc en gros ça c'était un super truc parce que j'ai réussi à me payer 3 parkings sur les 7 revendus, même un peu plus. J'ai fait une plus-value là-dessus parce qu'il y a quand même des frais notariés, des trucs de plus-value. Faut faire attention, mais au total moi j'étais net parce que tu revends un peu plus cher. Faut essayer de revendre un peu plus cher. T'as réussi à faire des petits travaux, des choses comme ça. Ça peut se faire. Les frais notaires a priori tu les intègres dans ta petite plus-value, mais bon, et en tout cas ça te permet d'avoir du levier bancaire avec des prêts de dingue. Voilà, je m'étais retrouvé avec ce prêt avec du cash et à me dire à un moment, attends, la banque, en fait le banquier il avait pas très envie que j'arrête ce truc parce qu'en fait arrêter un prêt c'est de l'argent en moins, il gagne moins, donc en fait je sentais qu'il y avait pas vraiment même de son côté une envie de récupérer, de reprendre le prêt. Et à un moment, tu te dis, bah attends, j'ai cet argent, je pourrais, je sais pas, l'investir dans une start-up, faire autre chose. Puis, je sais pas, je me suis dit que j'allais me brûler les doigts, etc. Je t'avais pas encore rencontré, donc. Je t'encourage pas forcément à le faire, mais c'est une des possibilités. Voilà. D'accord. Ensuite, tu peux aller voir des banques locales. Alors, c'est pas impossible. Alors, c'est une question que j'avais évidemment là-dessus. Alors, banque locale en euros, fine. Bon, on reviendra sur le Forex tout à l'heure, mais du coup, tu as les banques locales en. Typiquement, alors moi j'ai un bureau en Tunisie, je te le disais tout à l'heure, j'aime bien acheter mes bureaux. Alors là c'est pareil pour vous, hein, là je parle de bureau pour moi, mais ça serait pareil sur un appartement. La question que je me posais, c'est ce qu'il vaut mieux que j'achète en euros en France pour rembourser des dinars tunisiens, ou est-ce que vaut mieux que j'achète je prenne un emprunt en dinars, parce qu'il y a quand même des risques de change, de dévaluation, voilà. Mais on y revient juste après. Si tu veux. Donc tu peux voir des banques locales. En l'occurrence, moi, mon expérience avec les clients Mastéos, c'était avec la Grèce, donc on en a vu pas mal, et elles sont réceptives. Alors les loan to value, ce qu'on appelle une loan to value, ça correspond à ton apport. Les apports dans ces banques locales sont beaucoup plus élevés qu'en France. En France, ce qu'on ne sait pas, et c'est peut-être la raison pour laquelle on est tant obsédé par la pierre, c'est que les conditions d'octroi de crédit sont incroyables. Hyper avantageuses. C'est-à-dire qu'on met très peu d'apports, voire pas du tout. Voire pas du tout. J'ai beaucoup de prêts sans apport. Les prêts à 110%. C'est dingue. Mais d'un point de vue, quand tu parles à des investisseurs américains ou anglais et tu leur dis, mais moi dans mon pays, il n'y a pas d'apport, ils te croient pas en fait, ils raccrochent. Et puis les taux fixes. 110%, si vous savez pas ce que c'est, hein, c'est un langage de banquier, mais voilà, c'est en gros. Je crois que ça se fait pas exactement en ce moment-là, mais ça se faisait. Ça se fait un peu moins, mais avant la crise sanitaire en tout cas. En gros, ton banquier te finançait, ta banque te finançait l'achat du bien, les frais de notaire et les travaux, quoi. Et les meubles et tout ça, etc. Et les frais Mastéos. Voilà. Donc ton truc 110%, c'est-à-dire que vraiment, en effet, avec des Mastéos, tu pouvais te retrouver à acheter un appartement en mettant zéro. C'est encore possible. Techniquement, j'ai des copains je te disais, chez tes petits confrères, un de mes associés qui a sorti 75 balles. 75 € pour acheter un appartement, quoi. Ouais. C'est l'avantage de l'immobilier en France, c'est l'accès au levier que tu retrouves pas forcément ailleurs. Surtout, tu as les taux fixes. Les taux sont très bas, ils sont fixes. Dans d'autres pays, ils sont variables. Et donc, quand tu vas avoir une banque grecque, si jamais c'est ta seule solution, elle sera réceptive, mais tu vas emprunter non pas à 1, mais à 4. Tu vas emprunter non pas sur 20-25 ans, mais sur 10-15. Tu vas mettre 30% d'apport. En Espagne, ça va être 40. Donc, c'est des conditions qui sont beaucoup plus drastiques. Mais c'est possible. C'est là où peut-être ton prêt étudiant, si tu reviens sur tes méthodes olé olé, tu peux faire un combo et dire en gros, je viens avec 20 000 € de prêt étudiant qui va me servir d'apport pour leverager sur 100 000 € d'acquisition. Ouais, c'est un peu tiré par les cheveux, mais oui, c'est vrai. Souvent, les prêts conso peuvent servir à financer les apports, même sur des financements en France. Quand tu n'as pas d'apport, tu fais un prêt conso et ensuite tu peux le faire racheter par un organisme qui réétale l'ensemble.
Comme il y a pas mal d'organismes comme Cafcal, etc. Donc voilà, on a vu les prêts hypothécaires sur des biens en France, on a vu le Lombard, on va nantir du cash en échange du financement de la banque, on a vu le non-remboursement de prêts, la méthode un peu créative, on a vu les banques locales, donc les banques locales c'est une possibilité, mais les conditions d'octroi du crédit sont beaucoup plus compliquées. Ouais. Et c'est marrant pour l'anecdote, moi je suis allé voir une banque grecque en perso, et elles ont des modes elles appliquent les mêmes règles locales à la France. Par exemple, en Grèce, tous tes emprunts, tous tes encours de dette, ils sont notés sur ton relevé fiscal, sur ta liasse fiscale. Et donc, la banque pense qu'en montrant une liasse fiscale française, elle verra tous tes encours. Et tu lui dis, il n'y en a pas. Et du coup, elle dit, ok, donc tu n'as pas d'endettement, c'est top, on te finance. Bref, c'est une petite anecdote. D'accord. Et après, en fait... tant qu'ils ne te posent pas la question, parce qu'ils te la posent, il faut quand même leur répondre. En tout cas, ils sont persuadés que ça apparaît sur ton relevé d'impôt. Parce qu'en Grèce, c'est le cas. Bon, c'est l'anecdote. Après, tu as des partenariats quand même. C'est la piste la plus sympa, notamment pour la péninsule ibérique, Espagne, Portugal. Tu as le CIC Iberbanco, qui est une banque transfrontalière, et sur lequel tu as des partenariats sur les hypothèques. Donc là, tu as du vrai levier en France sur des biens, en Espagne et au Portugal. En fait, c'est fou ce que tu dis, parce que... on parle de marché unique. Ah ouais, c'est terrible. Pas du tout. Tu compares, alors je sais pas aux États-Unis si c'est pareil d'un État à l'autre, mais enfin je pense que c'est beaucoup plus unifié que nous. Ouais, en fait on n'est pas du tout. Enfin, je vais acheter, ça reste dans du marché unique quasi aussi compliqué que si je vais acheter en Tunisie en fait. Absolument. Et encore en Tunisie, ça fait pas partie de l'Europe, mais tu vois, ne serait-ce que pour la zone euro, tu devrais avoir un système bancaire. Ouais. Je voulais dire, je comparais l'extra. Oui, merci. Je me doute. Sur la zone euro, je t'aimais bien jusqu'à maintenant, mais là tu m'as fait passer pour. Oui. Pardon. Sur la zone euro, tu peux t'attendre à ce qu'il y ait un marché bancaire un peu unifié sur le financement. Pas du tout. Donc, c'est peut-être une idée de start-up. Nous, on avait fait une expérience au salon Rent avec Mastéos où on avait, en fait, tu peux penser à un système où un Grec qui a accès à du levier bancaire en Grèce va s'endetter en Grèce sur une structure grecque, c'est une SCI grecque qui s'appelle une IKE, et un Français qui a accès à du levier bancaire en France s'endette sur sa SCI, et tu échanges les parts. Alors, nous, on l'avait fait sur la blockchain pour rigoler, mais tu échanges les parts des sociétés qui contiennent la dette locale, et du coup, tu récupères la propriété de ton actif à Athènes sans avoir mis 1 euro parce que tu as récupéré le levier bancaire de l'Athénien qui t'a cédé les parts contre eux. Voilà. C'est super bien parce que, en l'occurrence, alors c'est un peu ce que font après les SCPI et tout ça, mais te dire en gros, tu vas avoir un spread en échangeant des parts, enfin un spread, pardon. En fait, on pensait à ça va faire un peu prétentieux, mais à une marketplace de cession de parts qui contiennent de l'emprunt local. En fait, tu peux céder ta capacité d'emprunt en cédant des parts de structures qui ont emprunté. Donc la SCI emprunte, tu cèdes tes parts de la SCI, donc tu cèdes l'emprunt de la SCI. C'est un peu plus compliqué que ça en pratique, il y a pas mal de frottement, mais c'est une idée que tu peux pousser pas mal à l'échelle européenne, parce que ça permet des échanges de capacités d'emprunt transfrontalières. Okay. Bon, voilà, on passe, mais c'est une expérience assez rigolote qu'on avait faite. Voilà, donc on a vu les 6 méthodes: pré-conso, Lombard, pré hypothécaire, les banques locales, les partenariats. Comment faire de manière rigide et conventionnelle, de manière un peu entre les deux et de manière carrément border. Tu nous as donné les bons. Maintenant, on peut parler soit du change, soit de où et quels sont les bons plans. On va commencer par le où et après de l'avantage ou du risque du change, parce que c'est quand même ça va dans les deux sens. Le où, il est intéressant parce qu'il répond à la question pourquoi j'ai envie d'investir. Est-ce que c'est parce que c'est exotique, ce qui peut être une raison suffisante, hein, c'est marrant d'investir dans ces pays. Après, il y a quand même des possibilités d'arbitrage qui sont incroyables à l'échelle de l'Europe. Tu as des marchés immobiliers qui sont objectivement sous-évalués ou surévalués. Alors comment tu mesures ça? Tu vas rapporter les prix au mètre carré par rapport aux revenus locaux. Donc tu as des études, par exemple Deloitte, je relisais une étude de 2019 de Deloitte qui faisait une analyse des indices de sous-évaluation, surévaluation des marchés. Et en fait, avec le recul, comme je la lis en 2021, je vois que les pays qui étaient les plus sous-évalués sont les pays qui ont le plus augmenté. Donc c'est hyper prédictif. Redis. Alors, pour mesurer la sous- ou la surévaluation d'un marché immobilier, il y a une des méthodes classiques qui consiste à regarder le prix au mètre carré par rapport au revenu médian. Ok. Donc, combien de revenus annuels il faut pour... Le Portugais gagne en moyenne 15 000 euros par an et le prix au mètre carré d'un T2, c'est 5 fois le revenu. Ok. Bon, bah, tu as des pays où c'est 37 fois le revenu et tu as des pays où c'est 3 fois le revenu. Et
tu soupçonnes bien que tu peux arbitrer ces écarts de pousser 37 fois de le revenu, a valorisation. priori, parce qu'il y a un truc qui est fucked up. C'est comme pour les actions, tu as ce qu'on appelle le price earning ratio. Je crois que c'est ça, ça fait longtemps. Ouais, tout à fait. Là, tu as la même chose en immobilier. Et c'est hyper prédictif. Alors, donc tu vas chercher pour recueillir voilà, des pays sous ces infos, tu les chopes où? Alors, Google, et tu as un site qui est très bien fait, que je regarde depuis que je suis tout petit, qui s'appelle globalpropertyguide.com, qui est le meilleur agent mondial de l'immobilier, qui te donne toutes les... C'est une mine d'or. Tu as les rendements locatifs ville par ville, tu as les prix au mètre carré, tu as des analyses par pays. Je suis un grand fan de ce site. Et l'équipe, c'est une toute petite équipe de fous furieux. Et ils te font des analyses de data pour les investisseurs internationaux qui sont incroyables. Et donc, tu vois que Kiev est super rentable, que Athènes est super rentable, que telle ville ne l'est pas. Et tu vois que le marché allemand était sous-évalué. Tu me parlais de Berlin parce que ça t'excitait. Ça fait longtemps que les gens qui suivent la data savent que Berlin est sous-évalué et va exploser. Et ça a explosé. Donc, c'est des marchés qui mettent du temps à s'arbitrer, contrairement au marché... Mais c'est juste pour donner une idée, parce que Berlin, en fait, et là c'est très instinctif, mais c'est exactement ce que tu as dit par rapport à ce ratio revenu versus prix d'acquisition. Berlin, juste pour vous donner, pour ceux qui ne connaissent pas, mais moi, un ressenti, c'est-à-dire que étant parisien depuis 25 ans, tu arrives à Berlin, tu vois un appart fantastique, tu voyais en tout cas, je te parle, oui, en effet, il y a 5-6 ans, 7-8 ans peut-être, mais à même pas un tiers du prix d'un appart parisien, peut-être 1/5 de temps en temps. Alors avec des terrasses hyper bien placées, alors qu'ils gagnent la même chose que nous, voire plus, quoi. Ouais. Et que c'est une super ville, et que les gens sont bien formés, et que t'as des belles voitures, tatoués, t'as des gens. C'est à la fois artistique et à la fois très riche quand tu vas aussi dans l'Ouest. Enfin, et tu te dis non mais attends, ça marche pas ce truc. Il y a un truc qui va pas, quoi. Et en effet, ça n'allait pas, et du coup, ça a explosé. Mais donc c'est simple. Et en fait, ce qui est intéressant avec ton Global Property Guide, c'est que je mettrai le lien évidemment dans les notes de l'épisode, c'est que en fait là je te parle d'un truc instinctif que j'ai vécu parce que j'ai eu la chance de rencontrer des Berlinois qui me disaient ah bah oui ça coûte 100 ans, et que là tu les regardes, et que moi je suis aussi dans une ville qui est beaucoup plus chère, mais là tu me donnes un truc qui est très factuel. Ton instinct est confirmé par la data. Ouais. Et ce qui est incroyable avec le marché immobilier, moi j'étais trader chez HSBC. Quand tu fais du trading, tout va très vite. Tout est arbitré en une microseconde par un fonds US avec des astrophysiciens, etc. Le marché immobilier, il s'arbitre très lentement et très mal parce que les gros institutionnels sont pas là pour t'arbitrer des petits studios à Athènes, et parce que ça met du temps. Madame Michu, elle met 6 mois à prendre sa décision. La vente fait 6 mois à se faire. Donc, tu as un marché qui est hyper arbitrable en fait, où tu as plein d'anomalies de pricing, etc. Donc c'est un bonheur pour un trader qui a accès à de la data. Et voilà, après, il faut savoir l'utiliser. C'est pas très compliqué. Donc tu peux voir les marchés sous-évalués, surévalués. Et après, tu as un autre site, parce que là, on parle du prix du bien, qui est une des composantes, mais l'autre composante, c'est le rendement du bien, c'est les loyers. Et tu as un autre site qui s'appelle rdna.co, qui va se plugger à Airbnb, Booking.com, etc. et qui va te sortir toutes les datas locatives, alors plutôt sur de la location touristique, et qui va te dire, voilà, en moyenne, les taux d'occupation dans tel quartier sont de tant, un bien, un T2 rapporte tant, toi tu sais que ça coûte tant, et donc tu peux faire une cartographie des rendements locatifs sur AirDNA de manière hyper granulaire, rue par rue, etc. Donc si tu peux combiner ces deux sites et spotter, tu te fais un Excel, ça te prend une demi-journée, et spotter les villes les plus intéressantes. rdna.co. Alors ça, c'est une mine d'or. Ouais, okay. Ça marche aussi en France. Tu vois, moi, à Marseille, j'ai vu qu'il y avait un quartier qui était hyper sous-évalué avec une grosse demande locative et des taux d'occupation sympas. Donc ça te faisait des ratios de rendement, enfin, ça te faisait des rendements hyper élevés. Donc c'est l'accès à la data. Nous, chez Mastos, on essaie de traiter un maximum la data. Et typiquement, en Europe, tu peux le faire aussi, comme en France, avec ces deux sites. Ça, c'est fantastique. C'est des mines d'or, en effet, ce que tu me donnes. Je les regarde en même temps que tu me parles, mais nous, c'est hyper sympa. On travaille avec une boîte qui s'appelle Lease Globally. On finance une grosse étude sur les marchés de l'investissement locatif en Europe. Donc, les accès au crédit, les régimes fiscaux, les process notariaux, etc.
Les process notariaux, ils peuvent être plus ou moins violents. En France, le consommateur est très très protégé. Donc si tu es acheteur dans une transaction, tu es overprotected. Tu peux te rétracter quasiment comme tu veux. Alors techniquement, c'est 10 jours après la signature du compromis. Ce compromis a lieu 3 semaines après l'offre. Bon, en gros, tu as 1 mois pour te rétracter sur un SMS, quasiment. Tu as juste à avoir un ou deux refus de prêt, tu sors du deal. Ton séquestre, il est pas violent. Tu peux même ne pas en mettre. Bref. C'est une règle d'ailleurs, hein, pareil, que j'ai appris, alors, disons, de la bonne manière en ce qui me concerne, c'est qu'on a tendance à l'oublier, mais quand tu es acheteur en France, alors là, tu viens de dire hyper protégé, mais aussi tu es fort. C'est-à-dire que si tu fais une offre au prix, tu bloques tout. Tu bloques tout. Et ça, beaucoup de gens ont tendance à ne pas le savoir ou à l'oublier. Tu bloques le vendeur, mais toi, tu n'es pas bloqué. Hein. Et voilà, là, tu peux te rétracter. Donc, c'est un truc de ouf. Ouais. C'est-à-dire que, en gros, je reprends pour expliquer. Il y a un bien qui est mis à vendre 100 000 € sur le Bon Coin ou chez un agent, peu importe. Si tu envoies un message écrit, hein, pas à l'oral, parce que c'est très, très important ce que je dis, écrit, tu dis « je le prends à 100 000 €», le vendeur est obligé de te le vendre à 100 000 €. Il n'a pas le choix. C'était à vendre. Il n'a pas le droit de se rétracter, de dire je vends plus, puisque c'était à vendre. Tu as fait l'offre. Et il n'a pas le droit de dire ah bah non, j'ai quelqu'un d'autre. Ah, il a le droit. Mais à ce moment-là, charge à lui la preuve de montrer avec quand même un truc. Si tu as un email, c'est quand même. Voilà, le mieux, ce serait un recommandé, mais ou recommandé immédiat. Mais en tout cas, un email, un SMS, tu peux le faire. Moi, à la limite, je fais les 2, les 3, tu vois, en disant voilà. Et quand j'ai acheté, tu vois, les bureaux où tu es ici, l'agent m'a dit en gros, attendez, je vais voir. Je lui dis non, mais c'est tout vu. Hein. C'est tout vu. It's mine, quoi. C'est à moi, ce truc. Et oui, non, mais j'avais des gens qui étaient intéressés, ils m'ont fait une offre 20 000 € en dessous. Je leur dis, mais je m'en fous, en fait. Oui. Et tu peux pas faire monter les enchères, puisqu'il y a un prix fixe. Et ça, c'est énorme. Et j'imagine que c'est pas partout pareil. Non, donc, tu as ce qu'on appelle un avant-contrat en France, qui est le compromis ou la promesse de vente. Ouais. C'est à peu près la même chose. Tu as des délais de rétractation qui sont très sympas, de 10 jours. Ouais. Et tu peux sortir avec un refus de prêt et ton séquestre, il est optionnel. Bon. Voilà. Donc, la reco là-dessus, c'est de dire, en l'occurrence, tu peux après t'arranger pour pas avoir l'emprunt. Ouais, donc, du coup, tu peux sortir comme tu veux. Ouais. Donc, vous faites, s'il y a un bien qui vous plaît, vous faites une offre au prix. Absolument. Et ça vous empêchera pas, alors ça c'est un peu salaud, mais ça vous empêchera pas nécessairement d'essayer de négocier ensuite. Ouais. Et dire ah ouais mais attendez là la porte j'avais pas vu, elle est en mauvais état, tel étage, ah ben non mais il y a les toitures à refaire donc là je vais payer 20 000 de moins. Ou alors sous condition que vous refassiez la toiture. Ouais. Donc en l'occurrence si tu vas dans d'autres pays, la protection de l'acheteur est pas aussi avantageuse. Et donc tu vas devoir mettre des séquestres un peu violents, tu pourras pas te cacher derrière un refus de prêt, t'as pas forcément des délais de rétractation, une fois que t'as fait une offre c'est terminé pour toi, ça peut aller très vite. Bon voilà, il faut bien étudier les régimes notariaux locaux. T'as un site qui les indique, je sais plus, mais en tout cas sur Google, c'est très très bien documenté. Ok. Voilà. Et je précise aussi que dans les protections là-dessus, il y a des choses dont on se rend pas compte. Alors ça, c'est plutôt, je dirais, européen que français. Mais tu as toutes les normes de construction. Ouais. Je pense que c'est européen plutôt que français. Électricité, gaz, eau, mais même, enfin voilà, qui sont quand même, c'est très exigeant. Alors quand tu fais des travaux, etc., toi tu connais ça mieux que moi parce que tu en fais beaucoup, mais c'est un peu relou parce que tu te dis, tu dois faire le consuel, le machin, tout ça. Ouais. Mais quand tu arrives dans certains autres pays, et ça je l'ai vécu, à vouloir acheter des... J'ai visité... dans un pays, un bureau que je voulais acheter à un moment, l'immeuble était neuf, complètement neuf. Il venait de sortir, etc. Je visite un bureau, il devait faire une 15aine d'étages, au 12e, enfin 3 étages sous la toiture, dans un pays où il pleut pas beaucoup. Et là, ce jour-là, il pleuvait, mais à torrent. Il y avait de l'eau qui coulait dans le bureau au 12e étage, 3 étages en dessous du plafond. Là, tu te dis, le temps que je rembourse ce bien immobilier en 10 ou 15 ans, l'immeuble, il sera bon à démolir, en fait, quoi, je pense. Hein. Donc, ça, c'est important aussi de voir ça, hein, la qualité de fabrique de ce que tu achètes. Quoi. En Grèce, tu as passage obligatoire d'un ingénieur structure, ce que tu n'as pas en France, donc je trouve ça encore mieux pour le coup. D'autres pays, il va falloir que tu te renseignes.
c'est l'enjeu aussi d'avoir des boîtes françaises qui s'internationalisent un minimum, parce que si tu veux investir à l'étranger, t'es quand même mieux à parler à une marque connue et de confiance française. Alors, t'as pas mal d'acteurs. IAD, maintenant, ils sont en Espagne, ils sont au Portugal, ils sont un peu partout. Je sais pas si j'ai jamais bossé avec eux, mais au moins tu as une marque française et du coup la personne elle parle français, elle peut te dire écoute là je te conseille de faire appel à un ingénieur structure, je connais. Voilà. Quand tu arrives sur un pays où tu n'as même pas un acteur français qui s'est installé et tu es vraiment largué, bon c'est moins facile. Et c'est là où c'est vrai que souvent on le fait un peu de manière instinctive, et pour ceux qui moi, les projets ce dont je parlais, c'est toujours dans des pays où je connais quelqu'un en local. C'est toujours aussi un truc sympa. Vous avez un cousin qui est, je sais pas moi, arménien, brésilien. La première fois, je m'en souviens, là, pour le coup, j'étais vraiment très jeune où j'ai voulu faire ce genre de choses. C'était au Brésil, à Florianopolis, parce qu'il se trouve que j'étais avec quelqu'un qui visitait une maison sur une plage, mais somptueuse. Mais la maison, tu sais, où... en France, une maison comme ça vaut au moins 3 millions. Si tu la mets à Saint-Trope, elle en vaut 30. Et là-bas, tu la visites et le type qui la visite trouve ça un peu cher. Elle est à 300 000 balles, quoi. Ouais. Et là, tu te dis, mais je l'achète. Ça coûte moins cher qu'un appart à Paris, tu vois. Mais même à l'époque, je sais pas, un 50 mètres carrés, en tout cas. Maintenant, c'est plutôt un 25. Mais et en fait, mais vraiment, pas un palace, mais un truc qui faisait 200 mètres carrés, etc. Et donc là, tu te dis, j'achète. Et c'est pas forcément une bonne idée, d'ailleurs. T'as pareil à Bali, ça peut être une bonne idée si tu arrives à en exploiter des revenus sur Airbnb, etc. À Bali aussi, t'as des bon, c'est un peu passé maintenant, mais t'avais des villas somptueuses et pas chères. Et c'est marrant, au Brésil, t'as un mastéos brésilien, entre guillemets, qui s'appelle Loft, et qui se porte tiers de confiance sur un marché où la confiance est assez éreintée, et du coup, ils font du e-buying, c'est-à-dire qu'ils achètent eux-mêmes, ils font la due diligence, donc ils font l'analyse du dossier, de la structure, etc. Et ensuite, ils te le revendent clean. Parce que comme tu fais confiance à la marque, c'est elle qui l'a acheté pour te le revendre. Et du coup, les banques te font confiance à cette marque, te financent le bien, etc. C'est une idée qui est incroyable super. Sur des marchés. C'est une boîte qui est fondée par... qui a levé énormément d'argent, là, 400 millions d'euros, ils sont valorisés 2 milliards. Et c'est du clé en main au Brésil avec cette petite... ce côté additionnel où en fait ils vont remettre de la confiance sur des marchés immobiliers qui n'en comportent pas et où il n'y a pas de prix en fait. Ça c'est un sujet que je voudrais aborder aussi, tu as des marchés où tu n'as pas meilleurs agents. Et c'est incroyable. Alors c'est à la fois une opportunité incroyable et un problème, c'est que t'as pas de Bloomberg, t'as pas de meilleurs agents, t'as pas de visibilité sur les prix. Donc en fait sur une même rue, un appart peut quasiment être du simple au double selon la perception des prix du vendeur. Quand tu vas à Athènes, t'as un seul logé local qui s'appelle Spitogatos, où t'as vaguement des référentiels de prix, mais tu sais pas dans quelle rue se situe l'appart et tout. Et donc tu as des possibilités d'arbitrage local où tu tombes sur quelqu'un qui a aucune notion des prix dans sa rue, qui te vend l'appart à 50. À côté, tu sais qu'à 100, le même est vendu à 100. Bon, bah tu fais ton arbitrage facilement. Donc Loft.com.br, je l'ai trouvé, je mettrai les liens aussi. C'est pas mal. Ça a l'air super. Alors je sais pas si j'ai un petit problème d'internet là, mais je sais pas si c'est disponible que en portugais ou Je crois que c'est vraiment pour ils ont vocation à s'installer dans des pays où tu n'as pas de confiance sur le marché immobilier, et eux ils te mettent un stamp, un tampon pour dire voilà, nous on valide. Donc ils facturent l'analyse et ils te disent tu peux acheter en confiance. Qui a une inspiration pour vous? Je veux dire, parce que il y aurait une tendance potentiellement chez toi, tes petits confrères, à dire bon, moi je t'ai vendu le truc, après tu te débrouilles. Si moi tu me donnes un tampon Mastéos qui me dit c'est vachement bien en fait. Là, si tu veux, nous, là on se différencie un peu, c'est qu'on sous-traite pas et on assume vraiment chaque métier. Et donc je vais avoir du mal à te vendre quelque chose sur lequel je suis pas certain, parce qu'après je le récupère en gestion et je récupère toutes les emmerdes. Donc si j'ai mal fait les travaux, je vais me faire défoncer sur la gestion, je vais me prendre des mauvais avis, etc. La gestion va récupérer des locataires qui sont pas quali, qui payent pas et tout ça. Donc moi j'ai un incentive beaucoup plus fort en tant que prestataire travaux et gestionnaire à assurer des biens de qualité. Compris. Voilà, je peux pas dire mais mon sous-traitant a fait n'importe quoi, attaquez-le en justice. Non, c'est moi qui ai fait les travaux et c'est moi qui récupère la gestion, donc j'ai pas intérêt à me planter. Et effectivement, le marché immobilier français, t'as beaucoup plus de confiance qu'au Brésil, mais t'as pas une visibilité absolue sur ce qui se passe. Typiquement, tu peux pas être certain que tes locataires, si l'immeuble il est vendu loué, que tes locataires payent. Tu peux pas le savoir. Tu peux demander des quittances de loyer. Bon, tu vois, tu fais une quittance sur Word, on s'en fout. Moi, tu peux les faker.
t'as aucune obligation et tu peux pas attaquer en vice caché. Demander au type qui me vend Les relevés de compte. Mais même sinon une sorte de certificat sur l'honneur. Ouais, mais enfin moi j'ai déjà eu des certificats sur l'honneur dans le compromis de l'absence d'impayé. J'ai quand même récupéré des impayés. J'ai indemnisé le client, mais moi j'ai pas de méthode miracle pour voilà. Et si tu veux, ça peut être une idée d'acheter en propre, de cleaner l'immeuble, de mettre les bons locataires, de nettoyer un peu le truc et de revendre. Donc ce serait du e-buying pour justement avoir une confiance absolue dans ce qu'on achète. En France, tu as quand même une certaine confiance, mais quand tu as une contrepartie en côté vendeur qui est pas professionnelle, elle n'a pas forcément de quittance, elle n'a pas forcément le diagnostic toiture de je sais pas quoi, etc. Donc tu achètes avec un peu d'incertitude. Mastéo, c'est la boîte est là pour essayer d'atténuer cette incertitude. Et ça fait partie d'ailleurs des mauvais côtés entre guillemets de la France, c'est que et bon côté pour les loueurs qui sont démunis et qui peuvent pas se faire virer du jour au lendemain et se retrouver à la rue, c'est sûr, c'est une protection, mais pour le propriétaire, quand tu te retrouves avec un locataire qui paye pas, c'est pas si simple de le mettre dehors. Ça peut peut-être être des choses que tu peux avoir plus facilement ailleurs. Bon après, c'est absolument. voir avec ta morale. En France, voilà, l'acheteur est protégé, le locataire est protégé. Il y a des pays où c'est le vendeur qui est protégé et le bailleur. Si je reviens, donc je lis entre les lignes, que tu as dit le Brésil, le Berlin, c'est un peu fini. Ça parle beaucoup d'Athènes et de la Grèce. Donc j'imagine qu'il y a quelques bons plans là-bas, parce que sinon tu me parlais peut-être de Stockholm ou de le Portugal. C'est fini aussi. C'est fini malheureusement. Il y a eu un grand exode, notamment fiscal. On va parler de la fiscalité dans 2 secondes, mais effectivement la Grèce. Alors nous, Mastéos, c'est une consonance grecque. On est très familier avec ce pays, mais c'est avant tout pour des raisons financières. Hein. C'est un marché qui est sous-évalué. Tu pourrais avoir une tête de grec un peu et un profil, non? Non, pas du tout d'origine. Non, pas du tout. Je suis blond déjà. Ils sont tous bruns. La Grèce, c'est un marché qui a traversé. Merci pour ta remarque précieuse. Je sais pas, oui, ça sert à rien. Précieux, oui, je suis d'accord. La Grèce, c'est un marché qui a traversé pas mal de crises, malheureusement, et du coup, le marché immobilier en a été très affecté. Ouais. Donc, tu as un marché immobilier dont les prix sont déprimés. Encore aujourd'hui. Ouais, encore aujourd'hui. Mais tu as une demande, notamment touristique, qui est massive. C'est un des pays les plus touristiques d'Europe. Athènes, c'est une des villes les plus touristiques, notamment parce que pour aller dans les Cyclades, tu passes par Athènes, tu loges, tu visites l'Acropole, etc. Bref, tu as une demande de dingue et des prix très bas. Donc, c'est la recette miracle pour avoir des gros rendements. Et c'est pour ça que Athènes, c'est financièrement impressionnant comme marché, parce que tu as des prix vraiment très très bas et tu peux louer très cher, notamment des touristes via Airbnb. Et les touristes, ils vont à Athènes. Moi, j'aurais tendance à acheter à Mykonos. Quoi. Ouais, Mykonos, c'est trop cher. Non, c'est un peu cher. Après, t'as des maisons aussi à Paros, à 50 000 € dans un petit village à Paros, vue mer. Moi, j'ai vu des trucs incroyables et tu le fais en pré-conso et tu t'amuses. Mais de toute façon, pour aller à Paros, tu dormiras une nuit ou deux à Athènes et à Athènes, autour de l'Acropole. T'as un marché qui est anormalement déprimé et t'as des rendements hyper intéressants. Donc t'achètes les deux, quoi. Ça te coûte 100 000 €. De toute façon, t'achètes du soleil, du rendement et de la plus-value quasi certaine. Voilà, bon, c'est pour ça qu'on aime bien. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme pays? Alors, ça va te paraître un peu exotique, mais c'est vrai que l'Ukraine, je sais que c'est un pays qui fait un peu peur, mais non. Tu peux sortir de la Biélorussie. Mais non, pas la Biélorussie, parce que tu risques de te faire kidnapper en arrivant, en survolant le truc. Mais à Kiev, t'as un gros engouement en ce moment des investisseurs. Parce que c'est une ville très rentable, qui n'est pas aussi risquée qu'on ne le pense. Et voilà. Et pourquoi ces gens vont investir dans ces villes un peu exotiques? Il y a aussi une problématique fiscale. Parce que il faut savoir qu'en fiscalité, tu as un principe du pays. L'imposition, elle est liée au pays de situation de l'immeuble. Donc si tu as un immeuble à Kiev, il est imposé en Ukraine. Les revenus locatifs en tout cas. En Grèce, tu seras imposé en Grèce. Et tu as une progressivité des taux d'imposition dans tous les pays. Donc, je rappelle pour ceux qui ne sont pas propriétaires que quand tu loues en France, alors il y a différentes locations meublées, etc., non professionnelles, il y a des limites, etc. Mais selon certains, si tu loues de manière normale, les revenus liés à ta location rentre dans ton assiette de revenus. Donc ouais, alors ça dépend, mais tu peux le faire en SCI-LIS, tu peux le faire en LMNP. Tu as pas mal de façons d'atténuer cette fiscalité, voire de l'effacer totalement. Mais toujours est-il qu'elle a vocation à être taxée en France. Tout à fait. Et si ces revenus locatifs sont en Grèce, ils ont vocation à être taxés en Grèce selon un barème progressif. Et maintenant, je te dis la technique, c'est que tu n'es taxé qu'à partir d'un certain seuil. Typiquement, je ne les connais pas les seuils, mais on va dire que c'est 15 000 €. En dessous de 15 000 € de revenus, tu n'es pas taxé, c'est 0%. Passer un certain palier, taxé, mais un tout petit peu, comme 5%. Et c'est la même règle dans tous les pays. Donc un des grands jeux, c'est d'aller déployer son capital sur ces pays et de jamais dépasser les premiers
barème de Mais ces taxation. revenus de 15 000 euros, mettons, de 14 999 euros comme par hasard, ils ne rentrent pas dans tes revenus français au regard du fisc français? Alors, tu dois les déclarer, mais quasiment tous les pays sont en convention fiscale bilatérale et tu D'accord. n'as pas de double taxation. Et donc, tu as un grand principe qui est la fiscalité dans le pays de situation de l'immeuble, Ok. qui est respecté systématiquement, sauf Biélorussie, grosso modo. Ok. Donc, j'ai des investisseurs qui génèrent beaucoup de revenus locatifs sans payer d'impôts parce qu'ils ont splitté sur pas mal de pays en Europe et ils sont jamais au-dessus des barèmes qui fiscalisent beaucoup les revenus locatifs. Tu m'as compris ou pas? Oui, je t'ai compris. Je reviens sur un truc qui est... avant de passer probablement sur les histoires en effet de change aussi, parce que là, la fiscalité, c'est intéressant, donc ça fait plein de leviers. Tout ça est quand même complexe, c'est-à-dire que pour louer quelques biens, les changements de locataires, c'est une plaie, quoi. Alors j'imagine pas quand t'as ton truc à Kiev, quoi, que tu parles pas la langue, que tu connais pas le bon coin de Kiev, etc. T'en rajoutes, en fait, c'est là où tu te dis, il faut toujours soit avoir un pote en local avec qui tu fais, soit avoir quelqu'un qui le gère, en qui t'as confiance, soit avoir un prestat. Alors peut-être vous, si vous y venez, ou d'autres, mais qui vraiment te gère tout ça, parce que sinon c'est... Je suis d'accord avec toi. Déjà en France, c'est pas facile, mais alors si tu le démultiplies sur tes... là, tu dis en dessous de 15 000 euros, donc tu vas avoir 10 biens différents à 15 000 euros pour faire un revenu, alors là, conséquent pour le coup, mais non fiscalisé. Tes 10 biens, il faut les gérer, quoi. Absolument. Donc on en revient à la question tout l'intérêt des SCPI, souvent, quoi. Ouais, Quorum, tu sais, Quorum, la SCPI un peu à la mode, tout le monde en parle, c'est une SCPI qui cartonne et qui font justement beaucoup d'immobilier en Europe. Ouais. Notamment, tu as des fonds Forex. Alors, c'est hallucinant. Je crois qu'ils se sont fait un peu taper sur les doigts par l'AMF là récemment parce que c'est trop agressif. Mais tu as de l'immobilier justement dans des devises différentes. Donc, tu peux faire l'argent. Du coup, on en vient. Tu peux gagner de l'argent à la fois sur l'appréciation de ton bien, à la fois sur tes revenus locatifs et surtout sur le taux de change. Parce que, et c'est encore pire quand tu t'es débrouillé pour avoir ton prêt en euros et que tu es en zloty polonais côté revenus locatifs et prix du bien. Parce qu'en fait, si le taux de change varie, c'est de la plus ou moins value pour toi, quoi. Donc tu joues sur les deux tableaux. Donc si tu as une conviction forte sur la sous-évaluation d'une monnaie et que tu as une conviction forte sur la sous-évaluation du marché immobilier, en général, ça va de pair statistiquement, et tu peux gagner sur les deux tableaux. Et c'est pour ça que tu peux avoir des rendements décuplés. C'est ça. Et, voilà. tu vois, je te parlais de ce que j'aimerais faire, moi, investir en Tunisie, c'est que, en fait, sur des bureaux, de toute façon, je paye un loyer là-bas. Qu'est-ce qu'il est? J'ai mes employés qui sont là-bas, mais ça peut être pareil pour un locataire, encore une fois. Le prix de l'immobilier, alors les Tunisiens me disent que c'est assez cher, mais je ne suis pas convaincu que ce soit si cher que ça. On regarde. Est-ce que tu as une conviction sur la devise? Et la devise, en tout cas, elle s'est beaucoup dévalorisée. La problématique, c'est que c'est très, tu vois, c'est un peu comme l'Argentine. Enfin, tu sais pas si un jour on va pas te dire, bon, bah en fait, la devise, elle part à la casse et voilà. Donc ça m'a l'air assez sportif de faire un pari sur la devise tunisienne. Tu as le Big Mac Index publié par The Economist qui permet de mesurer la sous-évaluation, de surévaluation d'une monnaie. Okay. C'est hyper fiable et c'est un pouvoir prédictif qui a été prouvé sur le long terme. Ouais. C'est en gros combien te coûte un Big Mac Alors je vais pas dire, ça fait longtemps que je me suis pas intéressé à cette étude, mais je crois que c'est en une devise commune. Il faudra que je regarde. Mais le Big Mac Index, c'est un des grands outils de mesure d'une surévaluation d'une monnaie. Alors, je sais pas, je crois pas avoir vu de McDo à Tunis. Hein, mais t'en as forcément, non? C'est une bonne question. Ouais. Bon, en tout cas... Cela dit, c'est intéressant. Non, ce que tu dis, et c'est vrai, mais voilà, pour revenir là-dessus, c'est-à-dire qu'en effet, tu te dis, si le prix de l'immobilier prend sur on va dire la durée, alors là, je vais aller volontairement sur un truc fort, mais c'est pas exclu non plus, 50% sur les 10 ans ou 15 ans, 12 ans de remboursement de mon prêt, et que la devise fait, et là pour le coup c'est possible x2 ou x3. C'est effectivement, c'est jackpot. Faut pas que tu aies hedgé ton prêt. Tu vois, HSBC, ils font des prêts Forex, donc ils te hedge, c'est-à-dire qu'ils te neutralisent les effets de change. Ouais. Donc, moi, c'était mon métier avant, c'était justement de prendre la contrepartie en tant que trader de ce risque. Ouais. Mais si tu n'as pas hedgé ton risque Forex, tu peux faire un jackpot comme l'inverse, quoi. Mais, alors après, il faut voir que sur des pays comme je parle de la Tunisie, mais vous devez regarder l'Ukraine, je sais pas, mais sur plein de pays, un peu, excusez mes amis tunisiens qui nous écoutent, mais exotiques entre guillemets, il peut être compliqué pour un Européen
de rapatrier l'argent. Ouais, c'est Et ça, ça, le problème. Ouais. faut aussi le prendre en considération parce Ouais. que tu te retrouves avec un truc qui vaut 200 000, 300 000, 2 millions Ouais. en Tunisie bloqué que tu peux pas ramener. C'est bien, tu peux te payer une belle villa, voire une très 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 belle villa ou 10 belles villas avec des rendements, etc. Mais ton argent il est collé là-bas. Absolument. Et toi t'es bien, tu peux Absolument. bien t'acheter. Donc, si jamais nos amis de l'AMF nous écoutent, il faut rappeler qu'on pousse pas les gens à aller investir dans des pays exotiques. Et c'est pour ça que je demande pourquoi on investit là-bas. C'est Et on les rarement. embrasse chaleureusement, on adore l'AMF. Ouais, Ouais. c'est Je aussi. suis très sérieux. J'ai un poster de l'AMF au bureau. Ouais. Je les adore. En fait, c'est rare qu'on fasse un investissement locatif à l'étranger de manière sèche. Ça vient souvent avec un projet personnel. Si j'investis en Grèce, c'est parce que j'ai des affinités avec ce pays et que je pars en vacances là-bas. Si tu investis à Tunis, c'est parce que tu ouvres des bureaux, tu as une problématique professionnelle. Mais de l'investissement sec pour faire de l'arbitrage entre pays, sauf sur les gros portefeuilles, je ne vais pas forcément le conseiller parce que c'est beaucoup de complexité. Et ça demande quand même un peu d'expertise. Mais pourquoi pas, l'aventure est sympa. Voilà. Mais je pense que ça doit s'accompagner d'un projet personnel Oui, ou professionnel. c'est vrai, mais tu vois, ce potentiel regret que je pourrais avoir, c'est de me dire cette intuition que j'avais sur Berlin et même le Portugal à un moment. Ouais. Tu vois, j'aurais bien acheté à Lisbonne un bel appart vue mer ou à Porto, bam, tu vois, un truc qui aurait fait je suis d'accord. x2 Bon, en mais 10 ans. c'est pas des villes trop exotiques, donc ça va. Là, je peux inviter nos auditeurs à aller acheter là-bas. CIC, Iberbanco vous finance. C'est des pays où les réglementations sont très protectrices, donc il n'y a pas de problème. J'ai envie de te dire, Athènes is the new Porto, Ouais. ou the new Lisbonne. Donc il y a encore des possibilités d'arbitrage assez évidentes en Europe. Toujours est-il que ça demande une prise de risque, c'est énergivore, c'est complexe, et que le marché français offre énormément de possibilités, que la clé dans un investissement IMO, c'est l'accès au levier bancaire, et qu'on ne sera jamais mieux servi qu'en France. Donc, commençons par regarder un peu ce qui se passe dans les régions et des possibilités d'arbitrage. On parlait de Marseille, qui est une opportunité incroyable en ce moment, qui est comme le Bordeaux d'il y a 10 ans, pré-TGV. Je pense à d'autres villes qui cartonnent. Bon, Lille, c'est un peu fini, mais il y a des villes autour de Lille qui explosent. Donc, commençons par regarder la France. Et ça peut être effectivement, une fois qu'on a fait un premier investissement en France, on peut se chauffer effectivement pour investir dans des pays plutôt de la zone euro si possible. Et si on a une expertise forex, pourquoi pas aller en Suède, en Norvège, en Pologne, en Ukraine, etc. Voilà. Est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Ça dépend des profils financiers des gens. Il ne faut pas y mettre toutes ses économies, mais sur quelqu'un qui a revendu sa boîte et qui veut diversifier un peu, et qui veut s'optimiser fiscalement, pourquoi pas? Thierry Vignal, Mastéos, un épisode passionnant, je te remercie. Où est-ce qu'on te suit, toi, sur LinkedIn? On peut t'ajouter un endroit où tu es très actif? On est assez actif sur LinkedIn. Non, moi en perso sur LinkedIn, Thierry Vignal. Et Mastéos, on a une page assez active sur LinkedIn. Et sur Twitter, non, un peu bof. Plutôt. Newsletter? Ah non, mais t'as un podcast, toi aussi. Ouais, j'ai un podcast qui s'appelle L'état des lieux. L'état des lieux. Qu'on voit sur YouTube. On a quelques invités en commun. Quelle drôle d'idée, un podcast sur YouTube, mais... Ouais, c'est pas très moderne. Et on a une newsletter philocative où on mélange la philo et le locatif. J'adore. Chaque semaine. C'est un grand défi. Qui l'écrit? Moi, j'en ai écrit une 50aine là. Et donc, on va prendre un grand thème philosophique et on va voir si on peut l'appliquer à des problématiques d'investisseurs. Donc, on va chercher Platon, Kant, Nietzsche et on va l'appliquer au locatif. C'est assez marrant à faire. On publiera un recueil des éditos philocatifs en fin d'année. Voilà. Ok, super. Faut le faire en quali dans le recueil. Il faut faire un truc très beau. Parce que c'est prévu, t'inquiète pas. Ouais. Et l'IMO et ça. Bon, ceux qui veulent lire la newsletter philocative, vous allez sur le site mastos.com et en bas, vous pouvez vous inscrire. J'aurai en plus, c'est quoi, il va s'engager là à m'envoyer un exemplaire signé. Il a dit je t'ai ramené un de mes bouquins sur l'investissement locatif que je te signe à la fin du podcast. Super. Et tu peux faire un truc pour mes auditeurs, je t'ai pas prévu ça, mais sur Mastéos, leur offrir un truc, je sais pas, s'ils achètent chez toi, un pourcentage. Chez moi, ils ont une boîte d'apéricube goût saumon. Non, je rigole. On offre. Alors, tu me prends un peu au dépourvu. Ouais. Comme je t'aime bien, on offre 6 mois de gestion. Okay. Donc, si ils viennent recommandés par Mathieu, Stéphanie, ils obtiennent 6 mois de gestion gratuite chez Mastéos. Bah voilà, vous voyez, comme quoi, c'est les bons plans. Mais généralement, je prends au dépourvu parce que c'est comme ça que j'ai les meilleurs. Pas le choix. Je peux pas aller à 12 On fait 6 et au deuxième investissement 12. Voilà. Allez, mon équipe va me détruire. Bon. Bravo. Super.
Voilà, il m'a demandé en plus si je coupais des choses quand je lui ai dit non, donc voilà, il est collé maintenant. Je vous embrasse, je touche rien là-dessus, mais bon, j'essaierai de. non. Non, mais c'est sérieux, il n'y a pas de problème. T'as martingale à toi, Thierry, ton petit truc plaisir, je sais pas, les cryptos Via ma carrière, j'ai touché quasiment à toutes les classes d'actifs en tant que trader, gestionnaire d'actifs, etc. J'ai quand même eu du mal à trouver une classe d'actifs dont le couple rendement-risque bat l'immobilier, bat la pierre. Donc moi, je suis vraiment mono-obsessionnel de la pierre. Il y a tellement de choses intéressantes à faire avec l'effet de levier, etc. J'ai un peu de mal à trouver une classe d'actifs meilleure que ça. Ça me fait peur, ça. J'ai eu un des tout premiers épisodes de Génération Do It Yourself. Ça, c'est mon autre podcast de la Martingale sur vraiment l'immobilier peut-il se casser la gueule, qui est un super épisode que je recommande toujours si vous ne l'avez pas écouté. J'ai réinvité depuis Philippe Le Tringue et je vais le réinviter prochainement. On a trop connu notre génération. Nous, on avait 10 ans. Moi, j'avais 10 ans sur la dernière crise immobilière, quoi, tu vois. Et c'est comme si ça n'existait pas. Ça va toujours aller vers le haut. Je peux te répondre en 2 minutes. Le marché locatif français, historiquement, est assez peu volatile hors métropole. Nous, on investit beaucoup en région. C'est des marchés très stables. Et surtout, on s'intéresse plus au rendement qu'au prix. L'avantage, c'est que alors, les marchés se cassent pas la gueule en région. Tu regardes la data, ça bouge pas. Si jamais ça bouge, c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est-à-dire, si ça se casse la gueule, ton rendement, mécaniquement, il augmente. Un rendement locatif, c'est un ratio de loyer sur prix. Si ton prix baisse, ton rendement augmente. Donc, si jamais tu as Marseille qui se casse la gueule, au lieu d'avoir du 6% à Marseille, j'ai du 9%. Donc, je me précipite à Marseille et du coup, tu as un effet de rééquilibrage. Mais quand j'ai acheté avant, mais donc ça veut dire que tu as acheté un plus. Je suis d'accord, tu as acheté avant, tu continues à toucher les loyers, il n'y a pas de problème, ton prêt se rembourse. Mais en tout cas, il y a des mécanismes de rappel structurel parce qu'un marché qui se casse la gueule, c'est des rendements qui augmentent et c'est une force de rappel. C'est souvent plus fort à l'achat qu'au prix de loc. Bon, je pense sur les en fait, tu as ce qu'on appelle une stickiness des loyers. Les loyers bougent très peu parce que tu as je parle beaucoup en anglais, tu as des floors. Donc, l'État, en fait, avec les allocations, empêche les loyers de passer sous un certain plancher. En revanche, les prix, eux, sont très élastiques, sont très volatiles. Donc, le vrai driver, c'est le prix. Mais ce qui fait que quand les prix baissent, vu que les loyers baissent pas de manière linéaire, tes rendements augmentent mécaniquement. Donc, en fait, si les prix augmentent, c'est une bonne nouvelle. Si les prix baissent, c'est une bonne nouvelle si tu veux refaire un investissement locatif parce que tes rendements ont augmenté en proportion. Eh ben merci Thierry. En plus, tu as été invité au pied levé par Laura et toute l'équipe que j'embrasse aussi et qui m'aide énormément sur la martingale. Donc voilà, Clémence, Anouk, Léa. Alors toutes bossent pas sur un épisode, hein, sinon vous allez dire ils sont 400, c'est l'armée mexicaine, ce truc, non quand même pas, mais par moment. Donc voilà, j'en oublie pas beaucoup. Et puis en plus, je t'ai décalé ça dans la journée. Enfin voilà. Donc merci Thierry. Vraiment. Merci Mathieu. C'était un super épisode. Abonnez-vous à ton podcast sur YouTube. Je mettrai évidemment le lien aussi sur tout ça. Puis un jour, tu vas le mettre aussi sur des plateformes de podcast. Ce serait un peu logique. Ouais, je vais devenir adulte. Ouais. Et puis je remercie aussi Pierre Chapon-Préto qui nous a mis en relation indirectement. Voilà. Pour un bon épisode de la Martingale de Merci. Plus. Je me régale à faire ça. C'est grâce à des gens comme toi, c'est grâce à vous qui nous écoutez. Partagez-les avec vos potes. Mettez une note sur Apple Podcast. Il n'y en a pas assez sur la Martingale. Mettez une note et un commentaire. Très important. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine sur la Martingale. On a plein de super épisodes dans les bacs là qui arrivent sur investir en couple ou l'argent en couple qui arrive. On a plein de super trucs qui viennent. Donc voilà, abonnez-vous bien sur toutes vos plateformes préférées, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, partout. Je vous embrasse, je vous dis à la semaine prochaine. Salut, merci. Merci d'avoir écouté la Martingale jusqu'au bout. Si cet épisode vous a plu, n'oubliez pas de le partager autour de vous, de vous abonner à la newsletter sur lamartingale.io et si vous trouvez 5 petites minutes, de mettre une note 5 étoiles ainsi qu'un commentaire sur Apple Podcast. Ça nous aide beaucoup pour remonter dans les classements. La Martingale est produit par Cosa Vostra, une agence de conseil tech et créative qui accompagne ses clients dans leur stratégie digitale pour qu'ils gagnent en visibilité, en singularité et en efficacité. Je remercie toutes les équipes pour la production. Je vous retrouve dans 15 jours. Je suis Mathieu Stéphanie et je vous dis merci.